Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes devant votre télé, on va peut-être vous donner envie de sortir ce soir. Autour de la table, 5 DJ et elles représentent d'autres visages du clubbing et de la nightlife, des visages queer et elles ont en commun de vouloir à leur manière politiser la fête. Bonsoir Ashley et Jérémy. Bonsoir. Vous avez cofondé le collectif Sizzle Proof, c'était cette année, avec un premier événement qui a eu lieu cet été. Avant d'en parler, je propose qu'on regarde quelques images. Female artists, no artists of color, no nothing. It's like they went right back to business as usual. Sizzle Proof qui veut réconcilier les personnes racisées avec la musique électronique et rappeler, Ashley, que en fait, l'origine de la musique électronique, de ce qu'on entend aujourd'hui dans les clubs, mais ça vient beaucoup des communautés racisées et marginalisées notamment. Ça fait partie de vos revendications en tant que collectif, c'est pour ça que vous l'avez créé. Ça a été un déclencheur parce que du coup on est consommatrice de soirées techno, électro à Bruxelles et en fait je pense qu'il y a eu un genre de constat de se dire tiens dans cette découverte de ces sonorités on se renseigne aussi sur son histoire, on se rend compte que c'est des sons qui sont nés dans des milieux noirs, dans des milieux homosexuels à Détroit, enfin. Et que du coup, il y a eu un contraste entre ça et de voir autour de nous qui consomme cette soirée et qui sont les DJ qui produisent, qui représentent en fait. Exactement. Quels sont les visages qu'on voit. Exactement. Et donc du coup, ça a été un vrai déclencheur cette réalisation où au plus au plus moi en tout cas je sortais dans ces soirées, au plus je me disais il y a quelque chose qui me dérange et j'avais envie de... Est-ce que ça change ça, Jérémy? Est-ce que vous sentez aujourd'hui que votre nom de DJ c'est Jekamai, vous Ashley, votre nom de DJ c'est Isop, on va le voir en dessous de vos noms, si on a envie de vous suivre sur les réseaux sociaux par exemple. Donc je m'adresse à vous Jérémy, Jekamai. Est-ce que ça change? Est-ce que le fait de créer ces collectifs, vous n'êtes pas le premier, il y en a eu d'autres, ça fait qu'il y a une meilleure représentativité des personnes racisées ou c'est toujours compliqué? Je pense que clairement il y a encore du chemin à faire. Je pense que c'est pas rare les line-up où on est les seules personnes racisées sur la line-up. Mais même au niveau du public, en fait, je pense que c'est important que les gens se rendent compte que la techno, c'est pas forcément de la musique de blanc, que ça a forcément été whitewashé à un moment et que c'est aussi pour ça qu'on a créé ce collectif, parce qu'on a envie de ramener en fait le public historique de ces sonorités en soirée techno. Et donc oui, je pense qu'il y a une avancée qui est faite, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais que la pente est ascendante en tout cas. Et ça, c'est pour votre projet dont on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on va s'intéresser à d'autres sonorités, celles qui viennent d'Amérique latine. Avec vous, Vera Amoro, bonsoir. Vous avez cofondé le collectif Viciosa avec Ricky Corazon qui est avec nous aussi. Bonsoir. Alors peut-être que les auditeuristes vous connaissent, les téléspectateuristes vous connaissent parce que vous êtes aussi à l'origine des soirées club Gelatina qui fonctionnent depuis un bon moment et qui rassemblent un public queer autour des sonorités d'Amérique latine. Que vous sentez, avant de vous poser cette question, on va les voir, on va voir l'after movie de votre soirée commune. C'était à la fin du mois de septembre, si je me trompe pas. Grand succès au hall de Scarbeck, et puis vous allez comprendre pourquoi ça a été un grand succès. Mamá, mami,
Je vous avais dit qu'on allait avoir envie de danser. Petit souvenir de ce qui s'est passé en début de saison. Là, au mois de septembre, vous avez bien lancé la saison festive. Ricky Corazon, c'était important pour vous, en tant que personne chilienne d'origine, de faire venir ces sonorités d'Amérique latine dans la programmation des clubs ou ici des théâtres. Enfin, on voit de plus en plus d'ailleurs que d'autres institutions culturelles amènent le clubbing en leur sein. Vous vouliez faire partie de ça, c'était important? Oui, en fait, c'est vrai que l'idée de la Créatina, c'était de pouvoir créer un espace où on pouvait justement passer ce genre de musique. Alors, c'est vrai que dans notre cas, il y avait comme un manque ici à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi. Personne s'était lancé là-dedans. Oui, alors que c'est une ville, évidemment, avec plein de communautés et beaucoup de personnes issues de l'Amérique latine. Tout à fait, il y a un vrai brassage culturel ici. Et pourtant, il y avait quand même personne qui avait encore créé cet espace. Donc, du coup, nous, à un moment donné, on s'est dit, il faut le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis... dans un premier temps avec Relatina et après avec Viciosa, avec Vera aussi. Ouais, Viciosa, c'est quoi la différence peut-être entre les deux? Vera, vous n'êtes pas originaire d'Amérique latine, mais vous avez vécu au Chili par contre. Et là, les sons, ça vous a transcendé. C'est comme ça qu'après vous nous transcendez derrière les platines de plein de manières. Mais c'est vraiment des sonorités qui sont importantes pour vous dans votre travail de DJ. C'est clair, oui. Bah, parce que moi, quand j'ai commencé à mixer, c'était sur un style beaucoup plus techno. Et après, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, j'écoutais uniquement des sons d'Amérique latine. Et donc, je me suis dit, ça ne fait pas de sens que les deux réalités ne collent pas l'une à l'autre. Et donc, oui, pour revenir à la première question, justement, moi, je voulais rester dans la scène club et faire de la musique de club, de la musique électronique. Et donc, il n'y avait pas vraiment de représentation de ce qu'on appelle aujourd'hui, même s'il y a un gros débat autour de ce terme, mais du Latin Club. Donc, que ce soit de la musique, que ça reste de la musique électronique, mais avec des sonorités d'Amérique latine produites par des producteurs, des productrices d'Amérique latine. Donc c'est ça, les soirées. Vous avez continué, il y a eu cette grande soirée en collaboration avec Relatina, c'était en septembre, et puis d'autres soirées qui ont eu lieu, vous vous insérez dans des événements comme le Listen Festival par exemple, et c'est là-bas qu'on peut vous retrouver. Autour de cette table aussi, Camilla, activiste, c'est peut-être votre activité principale, c'est quoi? Plutôt DJ, plutôt activiste? Qu'est-ce que vous dites? Je dirais qu'à la base, c'est plutôt l'activisme. Mais j'ai la chance d'avoir grandi à Bruxelles avec tout cet accès à la culture très vaste. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la musique électronique particulièrement était motrice et pouvait permettre aux gens d'être rassemblés, de se rassembler autour d'un événement, et c'est comme ça que je me suis mise à mixer plutôt en manifestation ou en soirée de soutien. C'est vous un peu la bande sonore des manifestations des luttes, et notamment du 8 mars, de cette manifestation pour les droits des femmes. Vous avez fait les 2 dernières éditions. On va voir des extraits de vous sur scène lors de cet événement du 8 mars. Taxer les riches, c'est par exemple que vous proposez à votre public lors de la manifestation du 8 mars, c'était la dernière en date, en 2025, et puis celle d'avant, on voyait les images plutôt montées, c'était l'année d'avant encore, avec ce message en particulier pour la libération de la Palestine, et puis même quand on vous voit dans les clubs, ce sont des messages qui continuent de passer. Pour vous, c'est des endroits pour transmettre des messages de militance? Mais pour moi, la fête est vraiment un espace qui permet de rassembler autour de certaines thématiques et qui permet de créer un sentiment d'empouvoirment aussi, et le faire par le biais de slogans ou de musique qui parle aux gens. Ça me paraît être un outil super puissant en fait, et notamment pour le 8 mars qui est du coup, comme vous l'avez dit, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des personnes queer ou sexisées. On a peu l'occasion de se retrouver dans l'espace public collectivement, et du coup c'est des moments super puissants parce que je pense qu'on a besoin d'avoir de la joie dans la lutte aussi, et on se positionne souvent contre quelque chose, mais le fait de pouvoir se positionner pour et créer cette
symbiose, c'est très porteur et ça permet dans un climat aussi fascisant que le climat actuel, de pouvoir se fédérer, se retrouver et se redonner de l'énergie pour pouvoir poursuivre ces luttes ensemble. Un peu d'énergie, comme vous le dites. Des slogans, il y en a aussi dans vos soirées. On va voir des images de la dernière Sizzle Proof en date, c'était à la Fabrique. Vous parlez de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Ashley, c'est écrit sur les murs lorsque vous mixez que la musique électronique est queer d'origine. Alors on peut rappeler ce terme queer, ça veut dire c'est l'insulte qui a été utilisée à l'époque pour désigner les personnes dont l'identité de genre différait un peu de la norme ou l'identité sexuelle. Et donc cette étrangeté qu'on retrouve, qui est aujourd'hui revendiquée par des collectifs, ça fait vraiment partie des origines de la musique. Ben oui, parce que c'était en fait les milieux club ou de rave, c'était un milieu de libération en fait pour les personnes queer, les personnes marginalisées plus largement. Donc c'était des lieux qui leur permettaient d'exprimer leur identité et leur permettent de sociabiliser. Donc en fait c'est là l'endroit aussi qui est hyper important de préserver et qui s'est dilué avec le temps et avec la conquête de l'Europe des milieux et de ces sonorités-là. Et voilà, et en fait, il y a un truc où ça nous paraissait important de revenir et de recréer, d'essayer de retrouver, de recréer ces espaces-là qui se sont perdus, qui ont existé avant aussi. Enfin, on n'a rien inventé. Oui, c'est ça, c'est pas nouveau. Mais c'est une manière de visibiliser des clairs. On en a parlé. Il y a d'autres collectifs qui ont existé, qui nous ont justement donné envie de faire perdurer ces espaces. Même les collectifs Viciosa, Géatina, Call of Dirty. Enfin, il y a plein de soirées qu'on a consommées et qui nous ont donné envie à notre tour de créer cet espace-là pour les personnes queer, puis aussi, enfin voilà. Si on imagine l'avenir de ces soirées, c'est quoi l'idée de Sizzle Proof à l'avenir on va bientôt arriver en 2026. Qu'est-ce que vous voudriez représenter sur la scène? Quelle place vous voudriez prendre, Jérémy? Mais moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est quelqu'un qui est venu me parler, enfin même deux personnes en fait, qui sont venues nous parler à la fin de l'open air et qui nous ont dit on ne consomme pas du tout cette musique de base, mais là le fait en fait d'être entouré de gens qui nous ressemblent, ça nous permet de la consommer à l'aise en fait, se rendre compte que c'est ok, que c'est pas forcément une musique qui est attribuée à une seule sorte de population et que c'est quelque chose qui est beaucoup stigmatisé en fait dans notre entourage en tant que personne noire. Je pense que c'est difficile de se dire que la techno c'est de la musique qui peut leur appartenir et donc en fait le message ce serait qui est de beaucoup plus en plus de personnes racisées à nos soirées. Et c'est à la fois notre mission de mettre en lumière des personnes racisées d'un côté du Bouffe, donc en tant que DJ, mais aussi de l'autre côté, en fait, qu'on puisse créer une communauté de toutes ces personnes qui nous ressemblent et qui consomment ce genre de musique. Et des espaces safe aussi, c'est ce que vous dites. Vous avez créé Sizzle Proof parce qu'il faut que ces lieux de soirée soient safe pour les communautés minorisées. Et qu'il y a des espaces safe peut-être pour les personnes racisées, mais qui ne sont pas souvent liés à la fête jusqu'au bout de la nuit, à la musique électronique. C'est là la place que vous voulez prendre, Ashley. Ouais, c'est primordial. Enfin, après, bon, voilà, ça c'est toujours un débat. Hein, la question du lieu safe, en fait, c'est une illusion, ça c'est difficile, pas. surtout pour un milieu où... C'est en plus, oui, un milieu où il y a des substances qui sont consommées, etc. Donc, il dit beaucoup de mots consommer, je me rappelle. mais du coup, oui, il y a un truc où je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est en tout cas de trouver des outils qui nous permettent à tout moment de réagir s'il y a quelque chose qui se passe qui met en danger cette sécurité. Et donc, il y a un spectre très large de choses qui peuvent se passer en soirée. Des choses qui sont pas toujours qualifiées d'agression. Donc nous, notre objectif, c'est en fait de s'armer le plus possible d'outils pour
pour que le lieu soit le plus safe possible. Ouais, et continuer à Mais on évoluer n'est pas- là-dedans, à être progressiste Ouais, aussi on n'est pas dans la une- manière d'être exactement. safe, et on sait à quel point Et c'est accessible. difficile. On a déjà Et fait accessible. d'autres émissions là-dessus. Une question qui me vient, et peut-être que je vais l'adresser à vous, Vera Moreau, c'est la question de la tokenisation. Vous venez, vous, en tant que personne trans, en tant que DJ, est-ce que du coup vous avez parfois, ou comment vous luttez contre ça, le sentiment d'être utilisé dans des line-up pour dire ben voilà, on a pris une personne trans, c'est bon, on est safe, on est ouvert, on est ouverte. Est-ce que, et je vous reposerai la question aussi à vous en face, est-ce que c'est un danger, est-ce que vous devez y faire face? Moi, je pense. Je suis sûr que j'ai vécu ça. Je ne pense pas que ça m'ait affecté tant que ça. C'est clair que ça fait toujours bizarre d'être booké par une organisation composée uniquement par des hommes cis-het et de se dire comme quoi je suis par exemple je suis la seule femme trans, je suis la seule personne queer, on se pose des questions, mais c'est vrai que en même temps justement d'autant plus oui, c'est vrai, je peux me sentir tokenisé, mais en même temps, je vais faire valoir ma place d'autant plus. Je vais vraiment être, essayer de visibiliser la question un max pour que on puisse se dire c'est vrai que c'est bizarre. J'avais pas pensé, c'était pas si évident et pourtant c'était là. On l'avait pas vu et pourtant c'était vraiment devant nous, quoi. C'est des discussions à avoir avec les producteuristes de soirées. Jérémy, sur cette tokenisation, pourquoi vous me bookez? Est-ce que c'est parce que je suis noir? C'est des questions que vous devez poser ou... C'est pas forcément des questions qu'on pose directement, mais je pense que c'est plutôt des questions qu'on se pose à nous-mêmes ou même parfois même inconsciemment. Line-up, pas forcément que comme quand nous on est booké, mais parfois on regarde la composition du line-up et on se demande si y a eu une tokenisation ou pas. Après, je pense que les organisatoristes de soirée ne le diront jamais directement, évidemment. Mais je pense aussi de oui, après c'est un phénomène en plus qu'il faut voir de manière plus large, probablement que l'intention d'une personne en particulier n'est pas forcément tokenisée, mais c'est un phénomène à suivre peut-être. Je pense que de l'autre côté aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de se poser trop la question et d'avoir confiance en fait en le fait qu'on ait été booké pour ce qu'on fait, pour l'art qu'on a envie de dégager. Donc, en fait, il y a un moment donné, on peut pas non plus... Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un endroit aussi où c'est un peu c'est pas un couteau à double tranchant, mais en fait, il y a quelque chose où aujourd'hui, je préfère que les lieux qui ne se sont jamais posé la question et qui ne sont jamais tournés vers certains types de profils de DJ se sentent obligés de le faire et qu'en fait, se rendent compte qu'effectivement, leur business, entre guillemets, peut potentiellement ne pas perdurer si elle continue à exclure un certain profil de DJ. Donc après, je pense qu'il y a un endroit où c'est la question des alliés, en fait, dans ce milieu-là, les alliés DJ, quand ils voient, en fait, quand une personne voit la line-up, quand la personne voit, il y a beaucoup de posts qui tournent là-dessus sur Instagram, de se dire, en fait, moi, en tant que personne privilégiée, si je suis bookée quelque part et que je vois que je fais le closing ou je suis en peak time, je vois que, par exemple, l'opening, c'est une personne sexisée, racisée, comme par hasard, qui est pas forcément... qui est une personne, un DJ accompli, mais qui est en opening, quoi. Et puis après, il y a tous les hommes cis. Donc se poser la question, de se dire, tiens, je mixe pour cette soirée, est-ce que, par exemple, je pourrais pas proposer d'échanger ma place, ou est-ce que on peut discuter de ces endroits-là, en fait. Parce que moi, ça m'arrive encore souvent de me faire booker en opening, aucun souci avec ça, mais en fait, je regarde juste le reste de la line-up et je comprends pourquoi je suis en opening. Donc voilà, mais c'est toutes ces questions-là qui... Et qui sont importantes évidemment quand on se pose ces questions. Camilla, Club Chaos, donc ce projet de musique, de fête dans les espaces publics, dans les manifestations, vous l'avez dit, et puis dans les clubs aussi, on vous retrouve dans des clubs, vous êtes aussi booké comme DJ pour une soirée ou une autre. Comment vous choisissez les soirées auxquelles vous avez envie de participer? Où est-ce qu'on vous appelle? Et comment du coup vous qualifiez en tant que DJ en allant dans ce genre de soirée? Est-ce que vous êtes focus sur des soirées queer, féministes? Est-ce que vous pourriez aller n'importe où?
Mais je pense que je pourrais pas aller n'importe où. Enfin, je crois que c'est hyper important que je me sente bien, mais aussi que le public qui va venir, notamment pour me voir, se sente bien. Et du coup, comment dire, les endroits que je choisis, c'est... par exemple, j'ai été invitée à jouer 2 fois pour la Gelatina et là, je sais que c'est un cadre dans lequel je vais me sentir bien, par exemple. Mais en vous entendant parler, je me dis que peut-être c'est aussi intéressant de prendre le plus d'espace possible pour faire passer nos messages. Mais j'ai pas envie d'être le faire-valoir de certains types de publics blancs, hétéros, ou peut-être à tendance plus capitaliste que nous. Là, derrière vous, on voit des images de la Mon Cul à Praline, normalement, une des dernières soirées à laquelle vous avez participé. Oui. Mais du coup, c'est ça, c'est que je joue pas mal pour des événements queer. Et là, c'était très chouette parce que c'était pour la Mon Cul à Praline à la brasserie illégale. Mais j'ai aussi joué notamment pour la Pride rurale de Saint-Giron en Ariège, en France. Et du coup, je sais pas, j'essaye d'avoir différents axes, d'aller à différents types de lieux. Là, c'est à Recyclard. Et là, c'est au Recyclard. Et là, c'était une soirée de soutien à Marius Jacob, qui est une association, une fondation qui collecte des fonds et qui les redistribue à des plus petits collectifs. Et du coup, je suis assez hybride dans le type de lieu où je vais jouer. Là, les images qu'on voit, par exemple, j'ai accompagné sur scène Rebecca Lane et Audrey Funk, qui sont 2 artistes, une du Guatemala et une autre du Mexique, qui sont des personnes queer aussi. Du coup, je dirais que mon fil, c'est un peu la question de l'intersectionnalité. Et là, c'est, lors du 1er mai, c'est vous, un peu la DJ qui gérait la scène des syndicats aussi. C'est là qu'on voilà, du coup, là, j'avais été invitée pour faire la programmation et jouer à la scène du 1er mai, du coup, pour la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Et là, c'était vraiment formidable parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de personnes qui, par exemple, n'auraient pas d'elles-mêmes été dansées sur ce type de musique ou à ce type de soirée. Je me suis rendu compte qu'amener la musique électronique en journée ou dans d'autres contextes, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça crée une rencontre trop belle. Et par exemple, là, pour le 1er mai, on avait booké aussi Jaillance, qui est une DJ incroyable. Et ça avait créé un espace de battle de danse où il y avait des vieilles syndicalistes avec des enfants, avec des personnes de tous horizons, de tout âge qui se mélangeaient. Et là, on voit le pouvoir de la musique. On voit le pouvoir de la musique. Je vous coupe un peu parce qu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai encore envie on n'a pas beaucoup parlé de la Relatina. On va voir des affiches d'ailleurs de cette soirée. Je vous parlais tout à l'heure du succès. Comment vous expliquez le succès qu'a eu votre projet quand vous êtes arrivé? D'abord, si je ne me trompe pas, c'était plutôt dans des bars, etc. Puis vous avez envahi des clubs, des espaces plus grands. En fait, l'histoire, elle commence bien avant. Il y a même plus de 15 ans, en fait, on avait lancé ce projet avec un ami et c'était vraiment dans une autre perspective. C'était plus, on voulait juste partager de la musique qu'on aimait, mais en espagnol, voilà. Et ça pouvait aller du rock au disco, en passant par l'électro. Et puis finalement, le projet, il s'est un peu calmé parce qu'on avait d'autres choses à faire aussi. On devait travailler aussi pour gagner sa vie. Oui, c'est vrai que c'est aussi dur de se rémunérer quand on est DJ d'ailleurs. Oui, il y a ça on aussi. n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est important de le dire. Et donc finalement, après, c'est revenu. Parce que justement, cet espace n'a jamais été repris en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire, c'est bizarre. Et aussi représenter plein d'artistes, plein de musique qui ne peut pas être jouée d'habitude en club. Moi, je suis un peu moins électronique point de vue Gelatina. Et donc, c'est aussi un son qui est un peu différent. Donc voilà, c'était vrai que je pense qu'on est arrivé aussi au bon moment. Il y a une espèce de boom aussi de musique latino et le public était là en fait. On a un public. Il y a du public. Il y a vraiment un public. Et est-ce qu'il y a peut-être, Vera, je vous pose la question à vous, que la musique d'Amérique latine a aussi souvent une mauvaise image parce qu'on l'associe à quelque chose de très dansant. C'est beaucoup récupéré par exemple par des communautés normalisées, blanches, et c'est important aussi de redonner une vraie place à ça. C'est important d'éduquer entre guillemets dans le sens que je pense que les gens en général on croit connaître ce que c'est la musique d'Amérique latine, mais ce n'est absolument pas vrai parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment accès à ça dans les médias les plus traditionnels ou dans les soirées plus commerciales traditionnelles, alors que je veux dire l'Amérique latine c'est un continent qui est richissime en musique et où la musique prend une place
d'une façon incomparable avec l'Europe. Enfin, vraiment, la musique fait partie de la vie d'Amérique latine beaucoup plus qu'en Europe et dans toute sa richesse. Et ça part de la guaracha, du latincore, de la leteo, il y a plein de styles. Vous confirmez Oui, bien sûr, il y a une variété de sons aussi. Enfin, peut-être certains pensent que c'est juste du reggaeton, mais c'est ça, mais pas que ça. Il y a tellement de choses. Mais le mieux, c'est de venir aux soirées pour le découvrir. Et le découvrir. On a encore des soirées, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 5. J'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de danser avec vous. On va tout dire aussi. Peut-être un petit mot pour conclure. Vos prochains événements, la Zizzle Proof, on se renseigne sur vos réseaux sociaux. Vous êtes un petit peu partout. Vous êtes aussi DJ résidente, je crois, de projets musicaux. De projets musicaux. Ouais, j'ai une résidence sur Gimmick Radio. Je suis aussi résident d'un collectif qui s'appelle Groove Labo, c'est ça. À suivre donc. Ashley, pareil. Moi, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai récemment posté plusieurs dates. Donc voilà. Pour découvrir vos soirées, votre collectif et les messages à faire passer derrière. Club KO le 8 mars, ce sera encore pour vous cette année, vous savez pas encore. J'espère. Rendez-vous le 8 mars pour le découvrir. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi pour toutes les actus. Et du coup, là, on a lancé une nouvelle collective qui s'appelle La Camarade pour faire des soirées de soutien aux activistes ou aux personnes qui en auraient besoin. Parce que c'est des lieux aussi qui peuvent ramener de l'argent, parfois pas assez pour les DJ, mais il y a moyen en tout cas de récolter des fonds pour des causes qui vous sont chères. Récolter des fonds, puis sensibiliser autour de certaines thématiques, et créer un pont entre le public et ça, c'est La Camarade. Voilà. Relatina, bientôt aussi des dates, doit finir, mais est-ce que vous avez des trucs à annoncer ? Il y a surtout une Viciosa qui arrive le 31 janvier. Au Recyclart. Voilà, un mois après la nouvelle année. Et puis choisissez bien vos fêtes de fin d'année. Faites-le évidemment avec toutes les valeurs dont on vient de parler. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement et je vous souhaite une bonne soirée.